On l'a dit, hein, le MEDEF s'est alarmé des propositions économiques qualifiées de dangereuses par du Rassemblement national et puis du nouveau Front populaire. C'est pourquoi les représentants des différents partis politiques ont passé hier leur grand oral devant le patronat qui était réuni au complet, à la fois le MEDEF mais aussi la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, et puis ce qu'on appelle le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Tout le patronat était réuni. Bonjour Franck. Bonjour, salut. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On vous entend de manière un petit peu brouillée, je vous préviens Ah, juste. Voilà, c'est mieux là. d'accord. Le patronat, est-ce qu'il était au global rassuré ou pas à la suite de ces auditions? Et tiens, qui a rassuré le plus hier? Je voudrais faire d'abord une remarque d'ordre terminologique. C'est sur la notion de grand oral. Euh, ces mots-là, en fait, traduisent une forme de subordination des politiques à l'égard des patrons. Le grand oral, ça fait d'eux des juges suprêmes, ça les relègue, eux, au rang d'élèves. S'il n'appartient pas au CAC 40 de lever ou de baisser le pouce Hmm. devant Bon, des c'était pas le candidats. CAC Le grand 40. oral, Là, c'était pas le CAC 40 non plus, hein. La CPME, c'est des patrons de non, petites et c'est moyennes vrai, vous avez entreprises. raison. Mais L'UDP, c'est les artisans et les commerçants. Et les métiers, les entreprises qui sont en croissance, qui sont jeunes. Donc, c'est pas le CAC 40. le grand oral, si vous voulez, De Gaulle disait la Cour suprême en France, c'est le peuple. Le grand oral en France, c'est le suffrage universel. C'est pas, le patronat. Bon, d'ailleurs, et c'est pas tout à fait un hasard qu'on finit par avoir une sorte comment dire, de servitude un peu volontaire et terminologique. C'est pas un hasard si tous les candidats ont essayé de flatter et d'employer les mots qu'il fallait. Je vais vous parler de Édouard Philippe qui dit créer des conditions d'économie compétitive. La gauche parle de partenariat pratiquement, hein, en disant il faut fonder ensemble un nouveau pacte productif. Quant à Jordan Bardella qui vient flanquer de son allié Éric Ciotti qui constitue une sorte de brevet libéral, il dit qu'il faut adapter, il faut une stabilité fiscale adaptée à la réalité de la compétitivité internationale. Avouez qu'on ne peut pas cocher avec un minimum de mots le maximum de cases susceptibles de plaire. Donc, la question, est-ce qu'ils ont convaincu je pense que ce genre d'exercice ne change pas les données l'auditoire est déjà convaincu, d'abord qu'il y a deux extrêmes qui sont facteurs de désordre selon eux, le désordre des affaires, celui de l'extrême droite qui pourrait agir sur les marchés financiers, et puis celui de la gauche, du nouveau Fonds populaire, qui est une machine à faire des dépenses. Donc effectivement, le verdict du patronat, on le connaît déjà, c'est de se dire finalement la stabilité semble être la meilleure. Hmm. Après, quand le nouveau Front populaire a parlé hier, a demandé un effort de patriotisme économique aux milliardaires, je ne suis pas sûr que d'ailleurs qu'il y en avait dans la salle, soit dit en passant. Ça veut dire quoi concrètement? De faire un effort aux milliardaires? Ouais. De demander un effort aux milliardaires, c'est ça? Oui. Ah ben, sinon que là aussi, vous avez raison. Dans la salle, il n'y avait pas forcément des milliardaires, il y avait aussi des patrons qui avaient du mal à faire tourner leur boîte et leur chiffre d'affaires. Mais encore une fois, la grande difficulté dans ce genre d'exercice qui consiste à avoir un auditoire dont on connaît globalement la hiérarchie des valeurs et qui va être quand même, qui a vocation à être diffusé partout, c'est à la fois de plaire à son auditoire et puis tout de même de rappeler un certain nombre je dirais, de socles idéologiques pour ne pas s'écarter de leur base. Et c'est toujours le même scénario qui se déroule. Euh, il est clair que ce qui exaspère les Français aujourd'hui, c'est de voir que lorsqu'il y a une crise, les classes moyennes sont celles qui semblent le plus exposées à ces crises et que ceux qui sont les plus riches euh,
semble ne pas être mise à contribution. Et donc, c'est pas totalement illégitime que cette question se pose. Elle se pose d'ailleurs aussi chez Attal, qui avait dit nous allons taxer les rachats d'actions qui ont pour vocation d'augmenter la valorisation boursière et donc les plus-values. Ce qui se passe aujourd'hui est intéressant d'un point de vue économique, David, c'est que vous avez une forme de mutation économique de chacun des partis. Euh, Gabriel Attal, certes, reste ferme sur l'assurance chômage, mais c'est un peu, je dirais, keynésianisé avec son programme, où il est question d'augmenter la prime sur le partage de la valeur jusqu'à 830 euros par mois, où on parle d'une complémentaire santé à 1 euro pour les plus modestes, et de la fin des droits d'enregistrement aussi pour les classes moyennes. On sent qu'il y a un besoin dans ces élections législatives de s'adresser aux classes moyennes qui sont exaspérées. C'est ce que fait la gauche aussi, avec d'autres moyens, qui est l'augmentation du SMIC et la progressivité de la CSG. Et puis, évidemment, des taxes un peu symboliques, comme l'ISF, les milliardaires. Le RN aussi, d'une certaine manière, procède à une sorte de mutation, de bouger, comme disent aujourd'hui, on dit à l'exécutif, de bouger idéologique sur le plan économique avec tout de même l'idée que c'est un parti qui devient libéral en économie, qui ne veut pas augmenter le SMIC, qui veut en revanche baisser la TVA sur l'électricité et le gaz, qui a renoncé à augmenter les professeurs qui pouvaient être dans la grille salariale pouvait être revalorisée. Donc, quelque part, je résume, vous avez la majorité qui se tourne vers les classes moyennes en étant un peu plus sur le volet dépenses tout de même. Vous avez le nouveau Front populaire qui, lui aussi, souhaite pour de bon fermer la parenthèse de 83 ouverte par Mauroy après le tournant de la rigueur. Il est une autre question de savoir est-ce qu'ils y parviendront, comment, etc. Ça, c'est une autre question. Et puis, vous avez le RN qui se libéralise sur le plan économique dans son programme. Je pense que là, on vit véritablement des mutations idéologiques dans ce registre-là. Quand on a Bruno Le Maire qui dit qu'on va tout droit vers une crise de la dette si les programmes économiques du RN ou du nouveau Front populaire sont appliqués à la lettre, il a raison ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient que ni l'un ni l'autre n'appliquera intégralement son programme s'il a une majorité absolue? Ben, si vous voulez, ce qui est intéressant par rapport au premier jour après la dissolution, c'est les marchés. Les marchés ont tout de même, dans un premier temps, jugé que à la fois le nouveau Front populaire et le RN étaient un facteur d'instabilité pour différentes raisons. Et la prime de risque sur la France, ce qu'on appelle le spread, l'écart de taux par rapport à l'Allemagne, a augmenté. Il se trouve que là, on est revenu à des niveaux qui étaient plus bas. Ce qui veut dire que tout de même, la BCE, les institutions européennes ne laisseront pas de la spéculation sur la France se déchaîner comme sur la Grèce et dans une certaine mesure sur l'Italie. Mais la question maintenant est de savoir si l'idée de la peur, qui avait déjà été utilisée lors du référendum en Catalogne, vous vous en souvenez peut-être, David, où il était même question de sortir de l'euro, parce que si la Catalogne devenait indépendante, elle ne faisait plus partie de l'Espagne et donc de la Castille, et donc elle venait avec une autre monnaie. Le projet de la peur a été largement activé, ça n'a pas véritablement marché. Pareil pour le Brexit en 2016. Et donc je crois que la notion de peur, aujourd'hui, peut-être a moins d'influence que dans les années 2010. Et pour autant, vous me disiez, il y aura une corde de rappel. Alors Alain Minc me disait que ce serait les marchés financiers qui joueraient une corde de rappel
qui ne permettrait pas qui ne permettrait pas ni à extrême droite ni à extrême gauche de faire tout et n'importe quoi en matière de dépenses ou en matière d'impôts. Les marchés auront ce rôle de la Banque Centrale Européenne. Il y a un bras de fer possible. Éric Coquerel, il dit, le président de la LFI, la Commission des Finances, qui était hier devant le MEDEF, disait: nous ne comptons pas sur une explosion des déficits pour financer ce que nous proposons. Et en même temps, il dit ne pas vouloir sortir de la zone euro, mais souhaite engager un rapport de force. Un rapport de force avec nos partenaires européens pour se donner des marges de manœuvre. Rapport de force, ça se termine comment? Parce qu'on n'est pas sûr de le gagner. Ben, historiquement, lorsque vous avez 2 à 3 précédents même du rapport de force, vous avez en 97 Lionel Jospin qui, dans le même cadre institutionnel, arrive et dit: je vais engager un rapport de force pour renégocier le traité d'Amsterdam. Et c'est un échec, il n'y parvient pas. Vous avez ensuite Sarkozy qui dit: je vais chercher la croissance avec les dents, qui veut renégocier et qui ne parvient pas vraiment avec la loi TEPA. Et puis vous avez le fameux rencontre entre François Hollande et Angela Merkel. Donc c'est vrai que quelque part, engager le rapport de force, c'est je dirais une tradition, non pas de la gauche, mais c'est presque une tradition française, à vrai dire, de se dire l'Union européenne va finir par... Bon. Est-ce que les lois historiques qui font que ceux qui veulent s'engager finissent par s'incliner et accepter le prolongement des critères de Maastricht, de Lisbonne ou d'Amsterdam, est-ce que ça va perdurer? Il se trouve qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez beaucoup d'États qui font une pression aussi pour imaginer. Oui, mais le dernier mot revient souvent à l'Allemagne. Pardon? Le dernier mot revient souvent à l'Allemagne. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est en ce sens que ce qui s'est passé, c'est vrai, ça a toujours été le cas, mais est-ce que cette fois, ça sera différent? Dans la mesure où l'Allemagne est en situation économique de faiblesse, dans la mesure où vous avez beaucoup de pays qui ont par exemple très mal pris en début de semaine, ils ont été pointés dans une procédure de déficit excessif. Je veux dire que peut-être que le momentum économico-idéologique et l'hégémonie idéologique a changé par rapport aux années 2010 et que cette fois, ça sera différent. Et puis vous avez aussi la BCE pourquoi les marchés ont arrêté de taper sur la dette française? Parce que la BCE, ils font le pari que la BCE ne laissera pas tomber la France. Ça peut pas. Ils ont probablement raison. Donc, David, excusez-moi de vous répondre un peu de façon un peu hésitante. Historiquement, ça se finit toujours par baisser la tête. Est-ce que ce coup-ci, dans la mesure où les circonstances de l'Allemagne, de l'Allemagne et les circonstances idéologiques, les rapports de force changent, peut-être que ça sera différent. Bon, merci en tout cas. On va, avant de se quitter, voir la une de Marianne de cette semaine. Alors, ces élites qui se ruent vers le RN. Voilà, on est allé voir des politiques, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, et effectivement, il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il ne faudra pas franchir le Rubicon en cas de victoire du RN. Ce sont des enquêtes exclusives qui sont à lire dans Marianne depuis hier dans les kiosques. Allez, merci. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. beaucoup. Salut.